Bonjour à tous. Nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver au sein de cet auditorium du Conseil national des barreaux pour ce qui va être le dernier webinaire 2023 de la Commission protection sociale du Conseil national des barreaux et qui aborde un sujet qui est fondamental pour tous les avocats et surtout tous les jeunes avocates et avocats, qui est ce que nous appelons désormais la parentalité et non plus la maternité, parce que dans notre conception, l'arrivée d'un enfant concerne aussi bien la mère que le père et les avocates et les avocats. Donc, congé de parentalité. Et puis, nous aborderons aussi bien avec Kathleen Moda, qui est coprésidente de la Commission pour protection sociale, Charles-Édouard Pelletier, je vais y arriver, excuse-moi, qui est président de la commission collaboration et nouveau membre du Conseil de l'ordre de Strasbourg, pourront nous dire également, ainsi qu'avec Christine Salefranc, qui est de la Société de courtage des barreaux, qui aujourd'hui représente LPA et qui est responsable des grands comptes et partenariats pour LPA et pour la Société de courtage des barreaux. Nous aborderons le congé maternité, le congé pathologique, la maternité-parentalité du collaborateur, le contrat chance maternité-parentalité avec toutes les questions que vous pouvez vous poser, et puis tout simplement toutes les questions que vous souhaitez que nous abordions, puisque je rappelle que dans le cadre de ce webinaire, tous les participants à ce webinaire peuvent nous poser des questions. Kathleen se tient à votre disposition pour recueillir vos questions et tous les intervenants répondront à vos questions. Mais d'ores et déjà, je donne la parole à celle qui, avec bonheur, pendant 3 années, a coprésidé avec moi cette commission protection sociale dont l'existence n'est plus à démontrer et la nécessité de l'existence n'est plus à démontrer. Kathleen, à toi. Alors, merci, effectivement. Tout d'abord, je suis effectivement là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, d'une part, à les poser au fur et à mesure de l'eau, et nous, je les reprendrai et je me permettrai de les poser aux différents intervenants au moment où on abordera le thème. Donc voilà, n'hésitez pas, même dès à présent, si vous êtes venu ici dans le cadre de ce webinaire parce que vous aviez un certain nombre déjà d'interrogations, à les mettre dès à présent, et puis on les reprendra ensuite. Ce qui est important, effectivement, je crois qu'on termine sur une note positive. La parentalité, ça nous, suite à des webinaires peut-être plus complexes, je crois que ce qu'il vous faut dire, et ce qui va être un peu le maître mot, et ce qui était un peu l'objectif de tout ce cycle de webinaires, c'est vous informer, puisque plus vous serez informé en amont de vos droits et de certaines obligations aussi, plus vous pourrez peut-être anticiper ces périodes où on a certainement autre chose à penser, mais où il faut mettre en place un certain nombre de petites choses, bien pour que tout l'aspect peut-être plus administratif se passe beaucoup mieux. On va bien évidemment parler des aspects purement dispositifs de sécurité sociale aujourd'hui, mais on va aussi aborder toute la partie plus vie professionnelle et organisation de la vie professionnelle autour sur les différents éléments. On a fait quelque chose d'assez chronologique parce que ça nous semblait important, effectivement, de reprendre chacun des congés. Mais l'idée est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, que ce soit les consoeurs comme les confrères peuvent bénéficier d'un certain nombre de congés et de droits, doivent pouvoir les faire valoir, mais savoir également quelles sont les prestations qu'on va pouvoir mettre en face, puisque ça a nécessairement des incidences financières. Ce que je vais peut-être dire préalablement, c'est que dans ce cadre-là, ça fait partie des thèmes où on va bénéficier d'un certain nombre de services de la caisse primaire d'assurance maladie, et donc on relève de ces caisses qui parfois ne nous connaissent pas forcément très bien, et il peut y avoir parfois quelques incompréhensions sur la manière dont on fonctionne, sur notre statut, et ça on y reviendra notamment
avec Charles-Édouard Pelletier, puisqu'il y a eu un gros travail depuis 3 ans, entre guillemets, un peu d'éducation et de traduction à faire auprès des CPAM par le CNB, notamment beaucoup par la commission collaboration, sur effectivement les droits que l'on peut avoir, puisque si en centrale, on va dire au niveau de la Caisse nationale, les droits acquis et dus aux avocats et avocates sont assez clairs. Parfois, il y a des interprétations régionales de certaines CPAM qui, pour le coup, ne sont pas conformes au droit. Et c'est vraiment des éléments importants sur lesquels on souhaite aussi vous alerter là-dessus. Enfin, on fera un petit point quand même sur les bonnes et les mauvaises pratiques, puisque depuis 3 ans que la commission existe, on a eu des retours sur les fausses bonnes idées, j'ai envie de dire, à savoir, voilà, pour anticiper, je vais actionner telle ou telle chose, et finalement, non, c'est pas une bonne idée, on ne se fait pas omettre. Voilà, on a un certain nombre de choses auxquelles il faut vraiment faire attention, et c'est aussi le message qu'on veut vous faire passer. Donc, soyez informés en amont pour pouvoir ensuite bénéficier pleinement de ces périodes qui sont censées être des périodes de joie. Donc, ce qu'on vous disait très rapidement aussi en plus, c'est donc on relève de la CPAM et donc d'un certain nombre de dispositions du Code de la sécurité sociale, et puis bien évidemment du RIN, où donc on a un espèce d'amalgame de règles qui ne sont pas du tout contradictoires, puisque je crois qu'aujourd'hui l'effort qui est fait notamment par le CNB, c'est d'adapter justement le RIN au nouveau dispositif de sécurité sociale, mais donc on relève bien de ces 2 types de règles. Et donc on va commencer par le congé maternité. Alors, nous commençons par le congé maternité. Tu as dit une chose extrêmement importante, Kathleen, inutile de se faire omettre, parce que c'est une des questions qui nous est le plus souvent posée, et il faut absolument ne pas se faire omettre. Et si des bâtonniers nous écoutent et des services sociaux des ordres nous écoutent, ainsi que vous avez un certain nombre de barreaux qui ont des assistantes sociales, sachez qu'il n'est pas du tout, ne recommandez pas du tout l'omission. Pourquoi? Vous allez le comprendre, parce que il faut tout simplement présenter notre régime de congé maternité qui ne nécessite absolument pas l'omission. Alors, rapidement, on a cette joie, effectivement, la consoeur, de constater la grossesse. C'est avant toute chose un moment qui est privé, qui relève de sa vie privée, mais il est aussi important, dès lors que la grossesse est constatée, alors d'une part, de faire un certain nombre de formalités auprès de la CPM et de la CAF. Donc aujourd'hui, on a cette chance qu'on a de plus en plus sur des aspects numérisés et donc sur des automaticités, effectivement, de déclaration. Et puis, effectivement, un certain nombre d'autres formalités auprès de l'autre organisme, puisqu'on ne dépend pas que de la CPAM, vous allez le comprendre, mais on relève aussi de la prévoyance collective de son barreau, et donc d'AON ou de LPA. Et là, peut-être, Christine, vous pouvez effectivement rappeler les différentes formalités. Donc, effectivement, pour la partie LPA, tout comme pour la partie AON, la déclaration de grossesse va se faire, j'allais dire, un peu plus tard, puisque pour ceux qui bénéficient du contrat chance parentalité sur la partie LPA et du contrat parisien, c'est au moment où vous allez prendre votre congé maternité, et pour les hommes, le congé paternité. Et puis, pour juste les barreaux qui n'ont que le contrat national LPA, ça sera au moment de la naissance, où là, vous aurez les démarches à faire pour bénéficier des prestations. Donc, sur les contrats chance parentalité des barreaux dépendants de LPA, vous avez un délai de 45 jours à compter du début du congé maternité, et également le même délai pour le congé paternité.
Et concernant le forfait accouchement, forfait naissance-adoption, vous disposez d'un délai de 2 mois à compter de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer dans le cadre de l'adoption. Oui, et donc pour tout ce qui est CPM, vous l'avez bien compris, hein, la déclaration de grossesse, c'est un acte, on va dire, médical. Donc c'est votre médecin ou la sage-femme qui constaterait la grossesse qui va procéder à cette déclaration. On a encore aujourd'hui des versions papier et des imprimés papier, mais de plus en plus, il y a des télétransmissions qui se font, et donc la caisse et la CAF et la CPM vont être immédiatement informées. Il va en résulter que la CPM va bien évidemment revenir vers vous et va se faire connaître, puisque vous allez disposer d'un carnet de maternité où on va vous transmettre un certain nombre d'informations. Je vous renvoie notamment sur le site Amélie, où vous avez tout un dossier particulier justement sur la maternité de la chef d'entreprise, qui s'applique quel que soit votre statut, que vous soyez collaboratrice libérale ou que vous soyez associée ou installée. Petite variante éventuellement sur la collaboratrice qui serait salariée. On pourra peut-être en dire 2 mots tout à l'heure lorsqu'on abordera plus l'incidence sur le contrat de collaboration. Mais véritablement, vous allez avoir un échange donc, dès le début de votre grossesse avec la CPM. Donc ça, c'est important et vraiment, notamment si vous avez l'imprimé, à bien faire les formalités rapidement, puisqu'après, ça va déclencher un certain nombre de choses et vous le verrez, la CPM pourrait intervenir avant même le congé maternité, puisque pourrait se poser la question du congé pathologique. Si on reprend rapidement peut-être sur ce slide l'annonce au cabinet, ça je pense que c'est un moment qui est important aussi. C'est toujours au moment du constat de la grossesse. Alors, c'est l'annonce au cabinet ou peut-être, j'ai envie de dire, l'annonce même parfois au client, on annonce ou pas, ça c'est pas le sujet, mais en tout cas l'anticipation. L'annonce, il va falloir s'organiser et donc il va falloir l'organiser rapidement avant même, bien évidemment, le congé maternité. Peut-être que Charles-Édouard, tu peux dire quelques mots sur l'annonce au cabinet lorsque l'on est collaborateur ? Oui, alors l'annonce au cabinet, c'est un moment qui est important parce qu'on sait que la parentalité va venir créer une zone de friction peut-être dans le cadre de la collaboration. Et on en parlera un peu plus, vous avez déjà parlé, Madame Salin-Franck, mais de l'utilité des outils qui permettent d'amortir ce moment de friction, dont évidemment le contrat chance parentalité sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais dans la relation humaine qui existe entre le collaborateur et son collaborant, il faut évidemment en parler assez tôt, je trouve. Alors, effectivement, Kathleen, tu disais qu'il y a une articulation entre la partie vraiment privée et personnelle de l'événement, de l'annonce, et puis le moment où on l'annonce professionnellement. Mais comme ça va nécessiter toute une série d'aménagements au sein du cabinet, il faut, à mon sens, loyalement en parler assez tôt, de sorte à ce que ça ne crée pas de difficultés. Et cette annonce va provoquer, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait l'objet du webinaire, un moment de protection du collaborateur, hein, avec une impossibilité évidemment de rompre le contrat de collaboration à partir du moment de l'annonce. Cette annonce pouvant être faite d'ailleurs, peut-être quand même pour être complet là-dessus, dans les 15 jours qui suivent une rupture, si jamais une rupture intervient pendant ce moment-là. Et donc sur l'annonce, effectivement, il est important de communiquer parce qu'on y reviendra aussi un petit peu plus tard d'ailleurs. Ça va être aussi l'occasion de nommer un administrateur pour son cabinet. Marie-Amélie Perron a rappelé tout à l'heure qu'il ne fallait surtout pas se faire remettre, ne surtout pas quitter le barreau pour ne surtout pas perdre une partie des droits. Et donc, il faut se maintenir au barreau, il faut aménager son cabinet, même si on est collaborateur, par la désignation d'un administrateur. Alors, le congé maternité, la durée du congé, les prestations, comment est-ce que tout ceci est articulé? Comment est-ce que tout ceci fonctionne? Juste une petite parenthèse, j'ai omis de vous indiquer que Jérôme Tajan, AON, qui concerne notamment les barreaux de Paris, les barreaux des Hauts-de-Seine, le barreau de Lyon, ne pouvait pas être présent, mais il nous a fourni tous les éléments et Christine va se faire également l'écho. Et en fait,
peu de choses nous différencient AON et la Société de courtage des barreaux, LPA, pour tous les autres barreaux qui ont ce contrat quant aux prestations. Donc, sur la partie donc certains barreaux ont fait choix justement pour réduire un peu le phénomène de discrimination qu'on pouvait rencontrer pour l'embauche des collaboratrices en particulier. Donc, LPA à l'époque a mis en place un contrat qui s'appelait Chance Maternité, qui depuis l'évolution en particulier du règlement intérieur de la profession, qui a reconnu le congé paternité. Donc, c'est devenu, pour la très grosse majorité des barreaux qui avaient souscrit déjà chance maternité, c'est devenu chance parentalité, auquel certains barreaux, en particulier des gros, sont venus ont souscrit ce contrat. Ça permet dans un premier temps de percevoir au moment du congé maternité, puis le congé paternité pour les hommes, de percevoir des indemnités journalières qui viennent un petit peu compenser partiellement, évidemment, le coût d'une maternité, car pour un cabinet, que ce soit un cabinet qui a des collaborateurs, collaboratrices, que ce soit encore plus pour le cabinet individuel et le cabinet où vous êtes en exercice associé, une maternité, ça a un coût. Donc, l'objectif, c'était de réduire au maximum ce coût par le versement de prestations. Donc, dans le cadre du contrat chance parentalité, les indemnités journalières vont être versées directement au cabinet quand il s'agit d'une collaboration. Concernant l'individuel, l'exercice individuel, c'est versé directement auprès de l'avocate ou de l'avocat dans le cadre du congé paternité. De même, pour l'associé, c'est versé directement à l'associé, puisque autant de structures associées, autant, j'allais dire, de contrats, de pactes d'associés. Donc là, pour le coup, c'est versé directement auprès de l'associé. Donc, c'est un avantage, ce contrat, pour réduire un peu ce coût qui peut justement, notamment dans la collaboration, générer des périodes de conflit. Et d'où l'importance, comme le précisait Kathleen, c'est de prévoir, j'allais dire, sa maternité, plus particulièrement pour celui ou celle qui exerce à titre individuel. Car là, quand on est seul, il faut vraiment anticiper, j'allais dire même presque anticiper avant d'être enceinte, de savoir vers qui on peut se tourner, quels sont les confrères ou consoeurs de confiance vers qui on va pouvoir se tourner pour pouvoir assurer pendant cette période justement les audiences. Mais je pense que Kathleen vous en parlera un peu plus précisément. Mais c'est vrai que c'est important. Si autant sur la maladie qu'on a pu voir dans les précédents webinaires, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément prévoir. En revanche, la maternité, s'il y a bien quelque chose qu'on peut, dans la grosse majorité, c'est bien cet événement que l'on peut prévoir. Et donc, vraiment s'entourer, bien comprendre les périodes où vous allez être absente, même prévoir le cas échéant. Malheureusement, dans certains cas, fort heureusement, c'est une minorité, mais des congés, une maternité un peu compliquée, une grossesse compliquée. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut anticiper. C'est vraiment le mot d'ordre, à mon sens, sur la maternité et la parentalité. Peut-être compléter concernant la collaboration, parce que ce sont des choses, on a toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vraiment essentiel. Il y a un maintien de la rétrocession par le collaborant, bien sûr. Il y a un reversement des indemnités journalières par le collaborateur, mais il s'agit toujours de faire attention à ce qu'on reverse, puisqu'on se rend compte que dans la pratique, beaucoup de collaboratrices reversent l'intégralité des montants qu'elles perçoivent. Or, il faut trier le grain de livret parce que doivent, et je reprends mes notes parce que j'ai toujours tendance à confondre justement les différentes notions. À reverser aux collaborants, il faut reverser les indemnités forfaitaires d'interruption d'activité de la CPAM. Il faut reverser les indemnités forfaitaires d'interruption d'activité dans le cadre d'une prévoyance libérale ou collective du barreau. C'est une obligation, c'est prévu par les articles 14 du RIM. En revanche,
la collaboratrice ne reverse pas un certain nombre de montants. Elle ne reverse pas les allocations de repos maternel versées par la CPAM. Elle ne reverse pas les primes de naissance, LPA, prévoyance collective ou individuelle. C'est très important parce que ce sont des montants qui ne sont pas négligeables. Et surtout, il faut le dire et le répéter parce qu'on se retrouve avec un certain nombre de questions qui nous sont posées sur ces situations de temps partiel. En cas de temps partiel, les reversements doivent être proratisés. C'est-à-dire qu'une collaboratrice à mi-temps va reverser la moitié des montants que je viens de citer. Et de la même manière, si c'est un 4/5e de temps, on va aussi le proratiser de la même manière. C'est très important parce que ce sont des choses qui sont mal sues, mal maîtrisées, et ça vient en fait réduire la rémunération de la collaboratrice, ce qui n'est pas l'objectif. J'en profite peut-être pour ouvrir une parenthèse parce qu'on parle beaucoup depuis le début des CPAM et de la CNAM. On a aussi parlé tout à l'heure de la disparition du RSI. En réalité, nos encore un petit peu nouveaux interlocuteurs connaissent moins nos statuts que le RSI, et donc ça crée des incompréhensions. Au cours de cette mandature, on s'est rendu compte qu'il y avait un très grand nombre de questions qui nous arrivaient sur les problématiques justement d'indemnité. Et un certain nombre de consoeurs, collaboratrices ou non, ne recevaient pas leurs indemnités maternité. Et on s'est saisi de la question, on a rencontré quasiment tous ceux qui sont ici d'ailleurs, le président de la CNAM, et pour discuter de tout ça, et on s'est dit, il y a vraiment une difficulté. Et avec une des juristes de la CNAM, on s'est rendu compte qu'il y avait un défaut d'information. Et on a œuvré beaucoup pour faire redescendre l'information auprès des CPAM par l'entremise de cette juriste de la CNAM qui a beaucoup été à notre écoute. Et on a aussi ouvert une boîte mail dont on vous reparlera peut-être encore, mais je pense qu'il faut vraiment foncer le clou là-dessus parce qu'elle est très utile. Elle s'appelle Collab Maternité. Je pense qu'elle va apparaître à un moment peut-être dans le fil où vous la retrouverez dans nos outils. Mais cette boîte mail est là pour vous. C'est-à-dire qu'elle permet à une consoeur ou un confrère en difficulté pour le versement de ses indemnités qui seraient dues par une CPAM, bien, nous écrire en nous disant « Je ne perçois pas les dites indemnités ». Alors, il y a un certain nombre de dossiers où malheureusement, et on en parlera plus tard dans notre déroulé, il y a des conditions qui ne sont pas remplies pour percevoir les indemnités, et là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a la majorité des cas qui concernent des situations d'incompréhension par la CPAM en question. À titre d'exemple, nous avons une CPAM qui confondait le collaborateur libéral et le conjoint collaborateur. Donc, on avait vraiment un besoin d'explication auprès des CPAM, et on a débloqué tout un nombre de dossiers simplement en communiquant avec la CNAM. Donc, n'hésitez surtout pas, c'est là pour ça. Cette boîte mail qui a permis de résoudre un certain nombre de difficultés. Et on en parlera peut-être d'ailleurs encore tout à l'heure sur le congé pathologique, par exemple, où on sait qu'il y a une difficulté d'interprétation. Et donc, si vous avez une difficulté à percevoir des indemnités, n'hésitez pas à écrire sur cette boîte mail du CNB. On a vraiment les interlocuteurs qui permettent de débloquer les situations. Ça se fait assez rapidement. Oui, juste pour rebondir, j'ai mis l'adresse l'adresse email sur le chat, comme ça vous en disposez, et effectivement on la remettra en fin sur toutes les indemnités qui sont versées. Effectivement, je rebondis un petit peu sur ce que disait Christine, sur le fait d'organiser et de préparer. Il faut anticiper, alors j'ai presque envie de dire que la collaboration, il faut anticiper parce que ça impose une éventuelle organisation du cabinet qui va pendant un certain nombre de semaines, puisque vous le voyez à l'écran, la durée du congé va dépendre du type de maternité, mais le cabinet sait à l'annonce d'une grossesse que pendant X semaines, la collaboratrice sera en congé. On a une idée de la période, donc il va falloir anticiper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le cas échéant, se dire que tel dossier, on va peut-être pas lui confier puisque finalement le gros du dossier sera fait pendant la période où elle va être absente, et donc réorganiser peut-être soit avec des collaborateurs supplémentaires, soit en faisant une répartition de dossiers. Mais
À mon sens, c'est quelque chose qui se gère, c'est effectivement du management, mais je pense qu'il est vraiment important aussi que les cabinets ne fassent pas l'autruche et anticipent au maximum. C'est là où ça sera le moins compliqué. Et à Paris, où on a parfois des collaborateurs plus seniors, ou donc finalement qui gèrent en autonomie un certain nombre de dossiers, et où là, l'absence de ce collaborateur peut peut-être être plus lourde en termes de fonctionnement, ben, il faut encore plus anticiper, mais les choses se mettent en place et les choses se mettent bien en place. Je pense que ça doit pas être une question de difficulté pour les uns et pour les autres. En revanche, cette difficulté se pose peut-être plus lorsqu'on est seul ou associé. Peut-être qu'on ne fait pas du tout la même activité que ses autres associés, que donc on gère vraiment un peu en silo et une activité de manière totalement autonome. Il va falloir voir comment l'activité se poursuit, parce que c'est vraiment la question lorsqu'on est associé ou installé, c'est la continuité de l'activité, il ne faut pas se leurrer, c'est éviter la perte du client qui ne doit pas avoir l'impression, parce que vous partez, que son dossier sera moins bien géré ou en tout cas ne sera pas géré. Et là aussi, ça s'anticipe de plusieurs manières. En interne, ou en tout cas, on va dire le système D, c'est que les autres associés du cabinet puissent assurer le suivi lorsqu'on est dans le cadre d'une association. Et donc, peut-être que ça implique la présentation des autres associés aux clients pour le rassurer. Peut-être que ça implique effectivement d'anticiper certaines tâches ou certains dossiers en conseil, peut-être faire partir certaines choses avant ou après. Mais vraiment, je pense qu'il faut l'anticiper. Parce que je pense que la règle d'or, c'est peut-être que le client ressente le moins possible cette absence, tout en permettant tout de même à l'avocat de profiter de cette période. Et puis, il y a quand même l'installé qui peut être très seul et où là, il y a certainement des choses à faire aussi, rapidement et anticiper, peut-être identifier des confrères de confiance à qui on pourra transmettre les dossiers le temps du congé, en ayant en tout cas une certaine, à s'assurer que peut-être il y aura des dossiers qui reviendront. On le sait malheureusement, on n'a pas toujours les renvois des juridictions qui acceptent des renvois liés à un congé maternité, pour le coup, qu'on peut planifier. Donc là aussi, c'est voir comment est assurée l'audience. Ça s'anticipe. Voilà, mais essayer de mettre en place tout un tas de choses. Et puis, il y a aussi quand même auprès de l'ordre un certain nombre de choses qu'on peut faire, puisqu'il y a la substitution qui existe, qui est organisée dans nos règles ordinales. Et là aussi, je pense que c'est vraiment important. Peut-être, Marie-Aimée, si tu veux en dire 2 mots sur cette substitution pendant ce congé maternité, où voilà, on a des choses qu'on peut mettre en place aussi avec l'ordre, avec un bâtonnier ou un ordre qui peut prendre le relais. Je pense qu'il faut que vous sachiez que votre ordre est là à vos côtés et votre bâtonnier sont à vos côtés pour vous aider durant cette période. Je parlais tout à l'heure des commissions sociales, puisque un certain nombre de barreaux ont des commissions sociales, ont des assistantes sociales qui sont là aussi, des assistants sociaux pour vous aider. Et puis, sachez que nous, l'ordre aussi et le bâtonnier ont un rôle. Charles-Édouard parlait tout à l'heure de la période de protection qui s'ouvre dès lors que vous annoncez votre congé maternité. Il est tout simplement disciplinaire et des condamnations disciplinaires sont intervenues, c'est-à-dire que les patrons sont condamnés disciplinairement s'ils ne respectent pas cette obligation et cette protection des avocates qui, dès lors qu'elles annoncent leur congé maternité et qui sont en congé maternité, très symboliquement, et un cabinet a été condamné à 9 mois de suspension d'exercer. Les 9 mois étaient délibérés, correspondant aux 9 mois de grossesse, bien évidemment, de la femme enceinte. Voilà, aujourd'hui, Dieu merci, certaines pratiques n'existent plus. Donc, surtout, vous n'hésitez pas,
vous adresser à votre ordre pour poser des questions. Vous n'hésitez pas aussi à vous adresser au Conseil national des barreaux, à la Commission de protection sociale. Nous sommes tous ici là pour vous renseigner. Et puis, vous avez la Société de courtage des barreaux, LPA, qui sont là aussi, qui sont à votre disposition. Moi, plus nous travaillons avec eux, plus nous apercevons de la qualité de vos interlocuteurs, ainsi que pour ceux qui sont à Paris, à Aon, Jérôme Tajan, et tout le monde est là à vos côtés pour vous aider. Voilà. Alors, ensuite, sur les différentes questions qui se posent, en ce qui concerne les démarches LPA. Alors, les démarches pour LPA sont simples. Vous retrouvez sur le site de laprévoyance.org un formulaire qu'il convient de remplir. Donc, c'est un formulaire adapté pour le contrat chance parentalité ou chance maternité, puisque nous avons encore quelques rares barreaux qui n'ont souhaité maintenir que le chance maternité. Donc, sur notre site, vous retrouverez les formulaires qu'il convient de remplir et d'adresser dans les 45 jours du début du congé maternité ou paternité. J'insiste souvent auprès des avocats qui me contactent pour connaître les démarches, surtout déclarer votre congé. Il vous manque des pièces justificatives. On sait aussi, on vous demande souvent la copie des IJ perçus par la Sécurité sociale. On connaît aussi le délai de la Sécurité sociale pour vous les adresser. Donc, surtout, commencez déjà par déclarer, renvoyer les éléments et ainsi, au moins, votre dossier commence à être ouvert chez le gestionnaire. Ça vous évitera un refus d'indemnisation si vous êtes hors délai. Donc ça, c'est avant la naissance, bien entendu, puisqu'on est par rapport au congé maternité et paternité. Et concernant le forfait accouchement prévu par le contrat national LPA, celui-ci, bien évidemment, comme le nom l'indique, ça se fait uniquement dès lors que vous avez accouché. Vous disposez d'un délai de 2 mois. Pareil, sur le site LPA, vous retrouverez le formulaire idoine pour nous adresser votre demande de prestation. Donc, ce forfait pour le contrat national LPA est de 1 470 €. Il est versé pour la femme qui a accouché. Et nous avons un autre forfait que l'on appelle naissance-adoption de 460 €. Celui-ci, il est versé aux avocats, dès lors que le conjoint ou la conjointe ne travaille pas. Il est versé donc pour la naissance et l'adoption. Donc, ces 2 forfaits peuvent éventuellement se cumuler, notamment pour la femme qui accouche et qui se retrouve seule dans sa maternité. Ça peut arriver. Et dans ces cas-là, donc elle percevra à la fois le forfait accouchement plus le forfait naissance-adoption uniquement dans ce cas-là. Donc, vous avez vraiment sur le site laprévoyance.org, mais également auprès d'Aon, toute l'information. Adressez au moins dans un premier temps, je dis toujours, déclarez, c'est comme pour la maladie, déclarez votre arrêt de travail, il vous manque des pièces, on reviendra vers vous, enfin le gestionnaire revient vers vous pour vous les réclamer, mais au moins vous évitez une déclaration tardive de sinistre avec évidemment tout ce que cela peut engendrer comme difficulté pour être indemnisé. Donc voilà, adressez l'ensemble de ces éléments. Et puis, je reviens aussi sur le phénomène de surtout de ne pas vous faire omettre, parce que là, vous allez perdre tout l'avantage, le bénéfice des prestations. Et puis, et donc, pour ça, c'est très important. De l'omission dans le cadre d'une maternité, c'est une aberration. Ne le faites pas. Vous avez aussi une durée de cotisation auprès de la CPAM pour percevoir les prestations de la CPAM. Donc ça, c'est aussi important
de le savoir, puisque je crois que c'est 10 mois de cotisation pour la CPAM. C'est 6 mois maintenant, 6 mois, pardon. depuis cet été. Depuis cet été, c'est passé à 6 mois de cotisation, c'est-à-dire dès lors que vous n'avez pas cotisé 6 mois auprès de l'URSSAF pour, dans le cadre de vos cotisations, vous ne pourrez pas bénéficier des indemnités journalières de la CPAM. En revanche, pour le forfait naissance, forfait accouchement, naissance, adoption pour LPA, dès lors que vous êtes inscrit au barreau, vous allez pouvoir en bénéficier, quelle que soit la durée de votre inscription auprès du barreau. Oui, sur ces règles de délai, c'est important de parler de cette réduction du temps parce que passer de 10 à 6 mois de temps de cotisation, c'est quand même tout à fait en notre faveur. Et on avait beaucoup de situations, beaucoup plus que moi je l'imaginais avant le début du mandat, de consoeurs qui n'avaient pas de droit à indemnisation parce qu'elles n'avaient pas suffisamment cotisé. C'est pour cette raison-là, même à 6 mois aujourd'hui, qu'on insiste, et si on peut faire passer un message aujourd'hui, c'est ne jamais se faire omettre en réalité, puisque à chaque omission, on repart de zéro, et donc ces délais vont repartir de zéro, peu importe le temps de cotisation qu'on a eu avant, donc une omission remet le compteur à zéro. Donc c'est vraiment très important d'enfoncer le clou sur ce sujet-là. Sur des délais, nous avons fait le choix dans la commission de collaboration, au moment où on a modifié l'article 14 sur la parentalité, c'est-à-dire qu'on a modifié les durées pour suivre les nouvelles règles de la CPAM, on a intégré le congé hospitalisation de l'enfant, par exemple, on a intégré de nouvelles choses sur la parentalité. Et donc, on a fait le choix d'être très exhaustif dans les articles 14.5 et suivants. Donc, vous pouvez vous reporter à votre RIN. Et les 14.5.1, par exemple, rappellent tous les délais. Ça paraît un peu fastidieux, mais c'était important pour que l'information passe bien. Peut-être rappeler quelques durées de base. Il faut au moins 2 semaines avant l'accouchement. C'est un impératif de la loi. C'est ça, 14 jours. Et donc, on a ensuite un congé maternité qui est de 16 semaines. Il passe à 26 semaines à partir du 3e enfant. Il est de 34 semaines pour des jumeaux, de 46 semaines pour les grossesses multiples de plus de 2 enfants. Tout ça apparaît bien au RIN et ce sont des durées qu'il faut que vous ayez en tête au moment où vous avez l'annonce de la maternité. Je voulais aussi répondre rapidement à ce que j'ai vu dans le fil de questions sur la boîte mail. La première question, c'est est-ce que ça concerne que les collabs? Non, en fait, on l'a peut-être mal intitulé. C'est que ça nous est tombé, enfin, on a géré cette question à la commission collaboration et donc on a fait la boîte collab maternité. Mais non, et la plupart des gens qui nous écrivent ne sont pas collaborateurs, pas collaboratrices. Ça concerne tous les confrères, mais effectivement, elle n'est pas nécessairement bien intitulée. Mais tout le monde peut nous y écrire quand il rencontre des problèmes d'indemnisation. J'avais juste une petite précision parce que ça m'a été déjà remonté. C'est qu'il faut faire le distinguo quand vous êtes salarié, parce qu'il y a des avocats qui ont été salariés et qui deviennent libéraux, avec une collaboration libérale. Il faut savoir que la durée de cotisation, c'est bien dans votre exercice libéral, que vous soyez collaborateur individuel ou associé, c'est bien là. C'est-à-dire que même si, oui, en tant que salarié, vous cotisez évidemment sur la sécurité sociale, mais pour autant, pour bénéficier des prestations qui sont propres à l'exercice libéral, peu importe que vous soyez collaborateur individuel ou associé, c'est vraiment cette durée de cotisation auprès de l'URSSAF en tant qu'entrepreneur, si je puis dire, et non pas, ça ne peut pas se cumuler avec la période de salarié. J'ai eu cette question de la part d'une jeune collaboratrice qui était fraîchement libérale et qui, évidemment, se faisait retoquer parce qu'elle n'avait pas suffisamment de cotisation. On ne peut pas cumuler, malheureusement, pour l'instant, la durée de cotisation en tant que salarié avec celle en tant que libéral. Et peut-être, pardon, j'ai oublié encore un point, parce que tu en as parlé tout à l'heure, Kathleen, mais on n'a pas tout à fait approfondi la chose. Il faut évidemment arrêter d'exercer. Il faut évidemment ne pas se faire remettre. Vous l'aurez compris, on l'aura répété 10 fois. Donc, il faut se faire, tu disais, Kathleen, substituer. En fait, la terminologie va dépendre un petit peu des barreaux. Nous, on désigne ce qu'on appelle un administrateur.
C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un ait la main sur votre cabinet, sur votre clé RPVA, sur vos clients, vos dossiers en cours. Alors, c'est l'ami ou les amis, c'est le collaborateur du bureau d'à côté, c'est des fois le collaborant. Je parle de collaboration encore une fois, mais et ça peut être aussi quelqu'un de l'ordre quand on est un petit peu plus esselé. Et ça, là-dessus, Marie-Aimée Perron le rappelait tout à l'heure, l'ordre est à votre disposition pour les questions. Ces questions d'administration, c'est évidemment une décision du bâtonnier. Donc, à vous d'écrire à votre ordre. Il y a dans un certain nombre d'ordres des services dédiés pour ça. À Strasbourg, en tout cas, qui est mon barreau, il existe voilà, on fait une demande. En fait, j'aimerais, voilà, je suis en situation donc de grossesse et donc j'aimerais que ce soit désigné administrateur où on a déjà un ou plusieurs noms en tête et on le fait. Le bâtonnier peut vous appeler, quelqu'un du service, ça s'organise. Et ensuite, c'est l'administrateur qui va gérer aussi vos honoraires, hein, de manière, voilà. Mais tout ça se fait. Enfin, les services du bâtonnier sont là pour vous aider dans ces démarches. Hein, donc, mais il faut le faire impérativement parce qu'il faut que vous arrêtiez de travailler pendant le temps où vous bénéficiez des indemnités. Donc, c'est très important de faire cette démarche. C'est ça. Et sachez, c'est exactement comme le dit Charles-Édouard, si vous avez, aussi bien si vous êtes dans un cabinet que pour vos dossiers personnels, vous avez un autre collaborateur ou un de vos associés que vous souhaitez voir nommer comme administrateur, ou pareil, si vous êtes en indépendant, si vous avez un ou une amie avocate à qui vous souhaitez qu'il soit désigné comme administrateur ad hoc pour votre période de congé de maternité, bien évidemment, c'est le nom qui sera retenu par le bâtonnier dans la désignation, hein, ou par le service, par ce service. Et puis, si vous ne savez pas à qui le confier, à ce moment-là, vous sera désigné un administrateur ad hoc. Certains, sachez, nous, à Paris, que nous avons un service dédié à cela, avec Marina Godzal, avec Gilles Galvez, qui s'occupe de tout cela, et qui sont, dans ces cas-là, nommés administrateurs. Donc, aucun souci là-dessus. Soit vous avez quelqu'un, hein, un confrère, une consoeur ou un confrère que vous souhaitez voir désigné, soit, sinon, il y a un service où le bâtonnier, de toutes les façons, vous désignera quelqu'un. Pardon d'insister sur ce point, mais c'est important. Oui, et puis alors, nous avons une question justement pour rebondir sur ce que disait Christine tout à l'heure. Nous avons une consoeur de Mayotte, visiblement, qui nous dit que elle ne cotise pas à l'URSSAF puisqu'il y a une exonération. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas percevoir les IJ? Une question piège. Alors, est-ce qu'on peut la réserver ou est-ce qu'on se laisse un petit peu de temps pour… Je pense qu'on va un peu se la réserver. Je reviendrai vers cette avocate ultérieurement, parce qu'il est vrai que sur les départements d'outre-mer, vous êtes rattaché à ce qu'on appelle les CGRS. Ouais. Donc, ce sont des régimes un peu particuliers. Donc, autant sur la maladie, il n'y a pas de sujet. Sur ces prestations-là, j'avoue ne pas avoir été confrontée à ce jour. Donc, je préfère reporter la réponse, mais à laquelle je répondrai très rapidement. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à cette consoeur tout simplement de nous mettre son adresse mail dans le… Ou j'allais dire d'envoyer un email à Collab Maternité, puisque j'ai mis l'adresse sur le groupe. Ouais. Si elle ne veut pas forcément mettre son adresse mail sur le chat, comme elle préfère. Oui, comme elle préfère, mais en tout cas, nous allons répondre à sa question. Et très bêtement, je dis LPA. Christine Salvrang va se faire une joie de lui apporter la réponse. C'est vrai que sur tout ce qui est l'outre-mer est rattaché à LPA, que ce soit les départements, les territoires d'outre-mer ont encore un autre régime puisqu'ils n'ont pas pour obligation de s'inscrire à la CNBF, d'où leur particularité, mais les départements en revanche, que ce soit Mayotte, Martinique, Guadeloupe, la Réunion, sont rattachés à LPA. Donc, je vais me saisir de cette question et apporter la réponse à l'avocate. Et nous avons une seconde question qui est de savoir quelle est la rémunération. Qu'en est-il de la rémunération de l'administrateur?
Il n'y a pas de réponse à cette question. Ça dépend de l'accord qu'on va trouver avec le confrère, la consoeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Ça va dépendre des situations. La plupart du temps, de ce qu'on a, en tout cas nous comme retour, c'est fait à titre confraternel. C'est-à-dire que on est dans une situation. Enfin, moi, je connais des situations. La plupart des situations que je connais, j'ai été moi-même administrateur d'amis, voilà, en arrêt pour cause de grossesse, et donc ben, on substitue aux audiences, on fait tourner un petit peu les choses et ça se fait en amitié, en confraternité. Dans un cas où il n'y a pas ce lien-là d'amitié, on peut envisager qu'il y ait une rémunération. Enfin, il n'y a rien qui l'empêcherait, mais c'est vrai que rien ne l'encadre non plus. Donc, ça va dépendre un petit peu des pratiques et de ce qu'on souhaite faire. Je vous le dis franchement, je pense que rares seront les cas où il y aura une rémunération. Parce que je ne crois pas en tout cas que ce soit l'esprit, et c'est pas comme ça que moi je le vois, mais alors je vois que peut-être à Paris, il y a une autre pratique. En tout cas, nous, dans nos petits barreaux, ça se passe plutôt de manière amicale et confraternelle. Et c'est la vraie confraternité. Je pense que dès lors que vous adressez à un ou une amie, une consoeur ou un confrère ami, ce sera la règle. Et puis, tout simplement, vous allez vous organiser avec les juridictions, avec votre confrère adverse pour ceux qui font du contentieux, pour organiser des renvois et qu'on tienne compte de votre congé maternité. Je dirais là aussi, n'hésitez pas, si vous aviez une difficulté avec un confrère, à saisir votre ordre, une commission de déontologie, saisir votre bâtonnier, en disant, attendez, on a des règles de confraternité dans notre profession qui veut qu'on ait fait en sorte que le calendrier tienne compte de votre congé maternité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi je faisais un petit clin d'œil à Charles-Édouard, non pas que, mais j'adore faire des clins d'œil à Charles-Édouard, mais à Paris, lorsque je vous parlais des administrateurs ad hoc, où nous avons un service d'administrateurs ad hoc, ils sont rémunérés par l'ordre et donc c'est leur rôle et c'est pour ça qu'ils sont plusieurs et ils sont rémunérés par l'ordre. Donc ça ne vous coûtera rien que de faire désigner un administrateur ad hoc. Sachez qu'ils existent pas seulement pour le congé maternité, ils sont là aussi pour les maladies longue durée, ils sont là pour les confrères qui déposent le bilan, tout simplement, hein, qui sont, pour le coup, autant on parle, nous, aujourd'hui d'événements heureux, mais il y a des événements malheureux qui ont contraint pour les 34 000 avocats du barreau de Paris de mettre en place ce service d'administrateur ad hoc qui ne vous coûte rien, mais qui sont rémunérés par l'ordre avec vos cotisations. On dit toujours que les cotisations servent nécessairement, que vous réglez, servent nécessairement à quelque chose. Simplement, on ne le voit pas toujours. Mais, et bravo pour la confraternité, et moi je salue effectivement comment on peut s'organiser avec des amis quand on a un empêchement et en province, dans les régions, dans certaines régions. Je ne sais pas sinon sur Lyon, je ne connais pas le système à Lyon, mais en tout cas, sachez que je pense que soit il y a des barreaux très organisés qui ont les moyens et qui ont bon nombre d'avocats et qui ont ces services d'administrateurs ad hoc rémunérés par l'ordre, soit sinon on s'organise entre confrères et en toute confraternité. Peut-être un mot sur le congé paternité, la maternité et la prime de naissance, à moins que vous souhaitiez. On a encore d'autres petites questions sur la durée et notamment sur la durée obligatoire de cotisation avant. On a deux questions. Alors, une première question qui est de dire, est-ce qu'il faut un montant de cotisation minimum? Et je peux moi-même répondre non, c'est vraiment de la durée. Le texte du Code de la sécurité sociale est très précis. Autant il est très fermé pour ce qui est justement de l'antériorité et du fait qu'effectivement l'omission c'est 6 mois et c'est 6 mois dans le régime actuel, etc. On ne peut pas cumuler ou se dire que voilà, on a bénéficié quelque temps avant, on a eu malheureusement, nous à la commission protection sociale, une consoeur à qui on avait conseillé de se faire omettre dans le cadre d'un transfert de barreau. Donc, vraiment la fausse bonne idée, c'est vraiment la très très mauvaise idée, on le redit. Mais donc, elle, dans le cadre d'un transfert de barreau, plutôt que de seulement faire transférer son dossier, il lui a été demandé de se faire omettre.
Et donc, eh bien, elle bénéficiait, dans le cadre de ce nouveau barreau, de moins de 6 mois, enfin de moins de 10 mois, parce que je crois que c'était avant la réforme des 6 mois qui est intervenue cet été. En tout cas, pas de la durée de cotisation minimale exigée, alors que l'omission avait été de très courte durée. C'était vraiment pour des raisons administratives. Et là, le texte est clair et malheureusement appliqué de manière extrêmement stricte par les CPAM, et on ne peut rien faire là-dessus. Et donc, effectivement, on n'avait pas pu en bénéficier. Autre question qui concerne l'ACRE, puisque, effectivement, certains confrères bénéficient de l'ACRE en début d'activité. Et donc, est-ce que, dans ces cas, on peut jouer sur le droit à indemnisation est-ce que ça peut jouer sur le droit à indemnisation? Pour moi, non, puisqu'en fait, ça reste une affiliation avec des règles d'exonération particulières, mais on a quand même une affiliation. Donc, non, il n'y aura pas de refus parce que vous êtes rentré dans le dispositif spécifique de l'ACRE. L'autre point, mais alors effectivement, peut-être revenir sur les primes de naissance. Je ne sais pas si vous voulez… Sur la prime de naissance, comme on l'a indiqué, alors sur le contrat chance parentalité, c'est le barreau, quand il décide de souscrire à ce contrat, va choisir un montant d'indemnité journalière qui est un montant forfaitaire. Ces montants-là peuvent varier entre 14 € et 31,50 €, donc sur toute la période. Là, pour le coup, l'indemnisation se réfère au RIN. Donc, c'est pendant la période autorisée par le RIN d'être en congé maternité ou congé paternité. Concernant pour AON, ça va varier entre 17 et 38 € par jour. Donc là, c'est pour le barreau de Paris. Et concernant le forfait naissance, donc comme je vous le disais précédemment, c'est 1 470 € pour la femme qui accouche, et le forfait naissance-adoption qui est de 460 €. Pour la partie Paris-AON, donc c'est un forfait de 3 232 € plus 1 200 € de soutien aux avocates qui ne sont non collaboratrices. C'est-à-dire pour l'avocate qui exerce en individuel ou qui exerce dans le cadre d'une association, elle pourra bénéficier d'une majoration de ce forfait. Cela s'entend du fait que la collaboratrice ou le collaborateur bénéficiera du maintien de sa rétrocession. En revanche, comme on l'a précédemment dit, l'individuel comme l'associé n'a rien. Donc, c'est pour ça que ce forfait est majoré au niveau du barreau de Paris. Et puis en termes alors, qui n'est pas un montant, qui n'est pas une indemnité qui est versée, mais qui est quand même une exonération de cotisation CNBF qu'il faut prendre en compte, qui concerne une exonération qui concerne le régime de base. Et donc, c'est un quart de la cotisation annuelle qui correspond en réalité à une exonération du trimestre pendant lequel l'accouchement intervient. Donc, sur ce trimestre, vous allez être exonéré de cotisation, vous ne paierez pas de cotisation. En revanche, ce trimestre sera bien évidemment pris en compte dans le cadre des trimestres, dans le cadre de la durée des trimestres pour valider votre retraite. Donc, c'est juste effectivement une exonération, vous n'aurez pas à payer ce trimestre-là. Sur peut-être une période juste avant le congé maternité qu'on n'a pas vraiment abordé, mais où on peut… Parfois, ce congé maternité, entre guillemets, débute avant, c'est-à-dire qu'on s'arrête un petit peu avant, c'est le congé pathologique. Il est peut-être important de redire deux, trois mots dessus. Alors, sur le congé pathologique, celui-ci, on en a eu la confirmation par la CNAM. Les CPAM doivent indemniser ce congé pathologique. Il y a eu des refus qui ont été formulés auprès de certaines avocates sous prétexte qu'ils assimilaient ça, certaines CPAM assimilaient ce congé pathologique à un congé d'arrêt de travail.
Donc, pour mémoire, il faut savoir que l'ensemble des professions libérales ont accepté de basculer dans le régime général, y compris pour la prévoyance, c'est-à-dire en cas d'arrêt de travail pour raison de santé. En revanche, la profession d'avocat s'étant dotée de tout un système de prévoyance, y compris via sa caisse de retraite, qui est une caisse de retraite autonome, comme je tenais à vous le rappeler, c'est une autonome, c'est pas un régime spécial. Et donc, la profession a souhaité se maintenir dans son organisation propre et de rester indépendante. Donc, pour tout ce qui est arrêt de travail, effectivement, la CPAM ne verse rien aux avocats. En revanche, pour la maternité, tout comme ça se faisait pour le RSI, puisque historiquement, le RSI versait des indemnités journalières aux indépendants, mais uniquement au commerce, à ceux qui étaient rattachés au commerce et à l'artisanat et l'industrie, mais pas les libéraux. Donc voilà, aujourd'hui c'est le régime général, il n'y a plus de RSI. Pour autant, donc, pour l'avocat, on est sur le même principe, c'est-à-dire qu'on ne perçoit de la CPAM uniquement le volet santé. Sur la prévoyance, il n'y a rien. En revanche, pour la maternité, tout comme ça se faisait, donc les prestations sont versées aux avocates et avocats libéraux, y compris le congé pathologique. Donc, si jamais vous aviez un refus, n'hésitez pas d'utiliser l'adresse mail qu'a indiqué Kathleen dans la conversation pour nous faire remonter l'information pour qu'on puisse intervenir rapidement via la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, pour que ça puisse redescendre auprès de cette CPAM qui fait un refus. Kathleen, peut-être on redonne l'adresse? Oui, alors. Pardon, je l'avais mise dans le chat. Il y a alors l'adresse de LPA qui est www.laprévoyance.org et l'adresse dédiée effectivement à toutes les questions maternité du CNB qui est collab-maternité@cnb.avocat.fr qui est donc dans le chat que je peux remettre. Et on va peut-être ajouter aussi pour tout ce qui est déclaration de naissance AON, oui. Pour Paris et le barreau des Hauts-de-Seine, vous avez 2 adresses qui sont dédiées, que j'ai affichées, qui sont barreau de Paris en un seul mot @aon.com et barreau des Hauts-de-Seine, là encore tout attaché @aon.com. De toutes les façons, nous tenons à vous rassurer. Ce que nous allons faire, c'est comme nous le faisons pour chacun de nos webinars. Ensuite, nous mettrons en ligne les slides sur le site du Conseil national des barreaux, de façon à ce que ceux qui, parmi vous, n'ont pas pu suivre jusqu'au bout ou n'ont pas noté, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'informations en même temps, sachez que nos slides seront mis en ligne. En règle générale, la question nous est posée. Peut-être un petit rappel pour Paris, que l'avocate peut obtenir sur simple demande le versement d'une prime, d'une partie de la prime de naissance, donc 1 464 € dès le 7e mois de sa grossesse. Et en cas de naissance prématurée, plus de 6 semaines avant le terme présumé, l'avocate bénéficie du versement de l'indemnité journalière de 38 € dès la naissance. Et enfin, un petit nota bene que nous avait fait Jérôme Tajan, qui est que en cas de maternité, n'oubliez pas également d'informer la CNBF pour bénéficier d'une exonération d'un trimestre de cotisation de retraite de base pour accouchement sur production de l'acte de naissance. Et cela, ça vaut pas seulement pour AON, ça vaut aussi pour LPA, ça vaut pour toutes les avocates qui accouchent, bien sûr. Oui, alors j'en profite pour rebondir puisqu'il y a effectivement une question sur les formalités à accomplir. Alors, vous pouvez saisir la CNBF soit par courrier, mais également via leur site internet ou par adresse email. Je vais vous remettre l'adresse mail concernant la CNBF sur effectivement cette demande d'exonération de trimestre puisque ça n'est pas automatique. Encore faut-il que la caisse en soit informée. Donc voilà, il faut également accomplir les démarches. Je vous mets ça tout de suite sur le chat. De même qu'il y a une autre question qui concerne la prime de naissance. On nous demande si elle ne concerne que la collaboratrice ou est-ce qu'elle peut concerner également le collaborateur, le père.
Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de renvoyer à plus tard dans notre développé, non? Ça va dépendre des barreaux en réalité, si je ne m'abuse. Juste petit détail sur le forfait de naissance, naissance et accouchement de LPA. Celui-ci, il est majoré en cas de grossesse multiple. Donc, Oui, voilà, bien sûr. c'était juste ce Bien petit sûr. détail. Mais on va laisser on va faire du teasing. C'est-à-dire que nous allons aborder, Charles-Édouard va aborder cette question. Restez en ligne, ne nous quittez pas. Et donc, effectivement, on peut désormais aborder... Ah, pardon, c'était un peu vite. Le congé parentalité et d'accueil du jeune enfant. Voilà. Alors, quels sont les avocats concernés, Charles-Édouard? On parle du papa avocat? Alors, de la même manière que ce qu'on indiquait tout à l'heure, on a intégré toute une série de choses dans l'article 14 pour ce qui concerne la collaboration. Donc, évidemment, ça concerne le père, le conjoint avocat de la mère. Ça concerne une nouvelle forme de parentalité. Hein. C'est aussi pour ça qu'on utilise des termes plus neutres pour englober toutes les situations qui sont désormais les situations de parentalité. Et donc, on a des durées qui sont également prévues à l'article 14, qui seront des congés. Donc, pour une naissance simple de 4 semaines, pour une naissance multiple de 5 semaines. Plusieurs choses à préciser sur ces questions. Il y a une possibilité, et on a suivi en cela en fait les nouvelles règles édictées par le Code de la Sécurité sociale. On peut fractionner ces temps. Mais il faut quand même être extrêmement attentif à ce fractionnement. L'idée du législateur, et qu'on a voulu reprendre à notre compte, ce n'est pas que le père prenne des congés d'été en plus. C'est-à-dire qu'il doit participer activement à l'arrivée de l'enfant. Et donc, c'est aussi un souci d'égalité des droits et d'avancée de ces questions dans notre profession. Le père ou le conjoint. Voilà, mais non, mais en fait, il y avait quand même quand on a dit fractionnement, tout de suite les gens disaient ah mais je vais aller rajouter mes congés d'été. Non, on doit être là pour que les deux parents entourent l'enfant à son arrivée. Et donc le législateur l'a encadré et on l'a encadré aussi dans le RIM. Il y a 7 jours qui doivent être consécutifs à l'arrivée de l'enfant. Donc le fractionnement ne peut pas permettre de décaler intégralement son congé à plus tard ou aux vacances suivantes. Donc 7 jours impératifs à l'arrivée de l'enfant. Et puis les autres périodes fractionnées peuvent l'être, donc par exemple les 3 semaines qui restent, peuvent être étalées sur les 6 mois qui suivent. Hein. Au-delà de ces 6 mois, il n'y aura plus d'indemnité versée. Donc, il faut faire attention à ces délais. Et si on n'a pas pris la première période d'une semaine, de la même manière, on prend le risque de perdre l'intégralité des droits donc des 4 semaines. Donc, il faut vraiment faire attention à cette question de fractionnement et à ces durées. Sur les montants de prestations, peut-être Christine, vous voulez reprendre sur les montants ? Donc, au niveau de la sécurité sociale, ce sont des indemnités journalières forfaitaires, quels que soient vos revenus, et qui vont être aujourd'hui de 60,26 €. Donc, ça va être complété pour Paris par le régime AON avec 25 €. Pour la partie LPA, pour les barreaux qui ont souscrit le contrat chance parentalité ou maternité, ça va varier en fonction, donc comme je l'indiquais, de la souscription du barreau. Pour la grosse majorité, c'est autour des 14 €, voire un peu plus pour certains. Voilà, donc ça vient se compléter. Peut-être du coup rappeler, mais ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, que ce qui doit être reversé, puisqu'il y a un maintien de la rétrocession dans le cadre de la collaboration, donc ce qui est reversé, c'est le même système que tout à l'heure, ce sont les indemnités journalières versées, donc ça, elles sont reversées aux collaborants. En revanche, la prime de naissance, donc qui pourra arriver dans certains barreaux, elle,
reste due au collaborateur, il n'aura pas à la reverser. Donc, de la même manière, faire attention à ne pas reverser l'intégralité des montants qu'on perçoit. On ventile toujours les deux parce que ce sont souvent des sources de difficultés dans le cas de la collaboration. Et surtout, la prime de naissance qui est versée selon les barreaux est pour vous. Elle n'est pas à reverser à quiconque. Elle est pour vous. Elle est pour vous et votre enfant. Et puis, on rappelle juste, parce que ça permet de répondre aussi, les avocats concernés sont le papa avocat, le conjoint avocat de la mère, la personne avocate liée à la mère par un PACS, et la personne concubine ou concubin de la mère. Voilà, c'est quand même une belle avancée que l'on doit à cette mandature. Et on peut aller faire un petit peu de faire du cocorico. Bravo, Charles-Édouard Pelletier, président de la commission collaboration du Conseil national des barreaux. Et bravo, Kathleen Moda, pour votre investissement sur toutes ces questions. Moi, peut-être qu'on pourrait en profiter parce que justement, là, on parle pas uniquement de la mère et du père et rebondir peut-être sur les pratiques et se dire que aujourd'hui, les mentalités commencent à évoluer, je pense, de part et d'autre, et que, alors sans vouloir, mais il me semble que la LPA voit une vraie évolution des demandes concernant la parentalité et des avocats commencer effectivement à vouloir bénéficier de leurs droits au titre de la parentalité. Effectivement, on a de plus en plus d'avocats qui nous contactent pour savoir quels sont leurs droits. Donc, j'allais dire, il y a peut-être, à mon goût, trop peu de barreaux qui souscrivent le contrat chance parentalité. Donc, souvent, je suis amenée à répondre, vous n'aurez pas droit à quoi que ce soit de la part de LPA, c'est juste la CPAM qui va vous indemniser. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fait que ce contrat chance parentalité va concerner non seulement les femmes collaboratrices, les femmes individuelles et les femmes associées, mais elles vont concerner également les hommes, donc certes sur une moindre durée, mais pour autant aujourd'hui c'est un public plus large, sachant aussi on mettait ça sous la jeunesse, mais on va avoir aussi des paternités, notamment chez les hommes, qui sont plutôt autour des 40 ans. Donc, à 40 ans, souvent, on est déjà associé, on est installé. Donc, vraiment, on va toucher un public beaucoup plus large et je pense que c'est une opportunité pour un barreau de souscrire ce contrat chance parentalité pour, j'allais dire, faire un petit peu un amortisseur du coût que représente une maternité ou tout au moins l'arrivée d'un enfant dans un foyer, qu'il soit via une naissance ou via une adoption. Donc, je pense, voilà, petit clin d'œil, si certains bâtonniers nous écoutent ou des membres de Conseil de l'Ordre nous écoutent, de revenir vers nous pour qu'on vous explique encore plus en détail le fonctionnement du contrat chance parentalité. Ou sinon, parlez-en à votre bâtonnier et dites-lui, renvoyez-le sur LPA, sur Christine Salfranc, qui se fera un plaisir de les informer. Oui, alors il ne faut pas non plus se fouetter, hein, puisqu'on s'est beaucoup posé la question sur la paternité. On parle de parentalité pour inclure tout le monde, mais sur la paternité, c'est vrai que c'est une des frustrations de se dire que dans un métier comme le nôtre, qui est un métier de droit, d'avancer des droits, il y a peu de congés paternité. En réalité, c'est le cas de tous les domaines professionnels en France. On a un petit retard par rapport à nos voisins sur ces questions, et c'est à nous collectivement de se battre pour que ça avance. Et donc, c'est des outils comme ceux qu'on est en train de vous présenter, des outils assurantiels, en fait, des outils qui permettent de compenser financièrement les conséquences de ces congés, et qui vont permettre de faire avancer les droits et les mentalités. Donc, c'est vraiment important de se pencher là-dessus. C'est vraiment important aussi de casser ces réactions qui nous remontent encore un petit peu dans les cabinets quand un jeune associé ou un collaborateur dit « moi, je veux prendre mon congé paternité », il faut que ça devienne la norme. C'est-à-dire c'est un droit, c'est essentiel, encore une fois, pour l'égalité des droits, et donc on doit collectivement se battre pour que ça devienne la norme.
Donc, c'est à nous hein, de faire tout ça. Je voyais des questions, parce que du coup, après, elles disparaissent. Je crois que tu as été précise, Kathleen, tout à l'heure, mais peut-être pas entendu suffisamment. Mais effectivement, sur l'exonération de la cotisation CNBF, c'est bien un quart de la base. Voilà, c'est ça. C'est calculé comme un quart de la base. Et donc, en fait, pour fixer l'année, on prendra l'année où l'accouchement en fait est là. Et on a une autre question d'une consoeur qui nous demande si le père et la mère sont tous les deux avocats, bénéficient-ils tous les deux de la prime de naissance, l'un au titre du congé maternité, l'autre au titre du congé parentalité? Alors, concernant un couple d'avocats, le forfait accouchement va forcément, comme le nom l'indique, jusqu'à présent, nous n'avons que la femme qui accouche. Donc, c'est l'avocate qui accouche qui bénéficiera du forfait de 1 470 €. Dans un couple d'avocats ou d'avocates, le conjoint, pour la personne qui n'accouche pas, peut percevoir 460 € dès lors que l'autre ne travaille pas. Donc là, pour le coup, évidemment, dans un couple d'avocats, ce ne sera que le 1 470 € au bénéfice de l'avocate qui va accoucher, auquel on peut prétendre. Sur le contrat chance parentalité, en revanche, les deux, j'allais dire, vont bénéficier du contrat chance parentalité, puisque c'est versé à l'avocat en général, c'est-à-dire l'avocate sur une durée un peu plus longue dès lors qu'elle accouche, et sur l'avocat dès lors qu'il fait droit à son congé paternité. Donc là, oui, sur un couple, ça peut se cumuler uniquement sur le contrat chance parentalité. Mais sur le forfait naissance, là, non, il ne va pas y avoir de cumul. On a effectivement également une autre question. Est-ce que ce congé parentalité et donc d'accueil du jeune enfant s'applique uniquement pour la naissance d'un enfant ou est-ce qu'il s'applique pour l'adoption d'un enfant? Donc, une adoption, dès lors que l'enfant a moins de 5 ans à l'arrivée dans le foyer, l'adoption est assimilée à une naissance. Donc là, pour le coup, le congé parentalité, enfin le congé maternité ou le congé paternité, voilà, ça va se calculer différemment par rapport au règlement intérieur de la profession, mais on considère donc l'adoption comme une naissance. Donc sur le forfait naissance-adoption, donc là également, ça ne sera que 460 € qui sera versé à l'avocat ou l'avocate en fonction de l'arrivée de l'enfant. On en profite pour avancer dans notre déroulé, du coup. Là, cette question tombe à point, peut-être. Bah oui. Ah bah oui, après le pourquoi. Qu'est-ce qu'on est bon. On se lance que des fleurs aujourd'hui. Désolé pour. Oh bah on a besoin. Hein. C'est bientôt Noël, c'est bientôt la Saint-Nicolas. Alors attends, oui, Kathleen, la zapette est un peu capricieuse de temps en temps. Ok. Sur le congé d'adoption, ça, vous allez dire, je dis toujours la même chose. Bah oui, en fait. Ça fait aussi partie des choses qu'on a intégrées dans le RIN là, à l'occasion de notre mandature. Encore une fois, on a voulu être exhaustif pour vraiment que l'information passe, mais on s'est aussi adapté en fait aux nouvelles règles, donc des versements faits par la CPM, et on s'est adapté sur les délais. Donc sur les chiffres, encore une fois, je vous reporte à ces écritures parce que c'est un peu rébarbatif, mais sur l'adoption d'un enfant, c'est 12 semaines et 3 jours, donc 87 jours maximum. L'adoption d'un enfant portant à 3 ou plus le nombre d'enfants dans le loyer, c'est dans le foyer, hein, bien sûr. C'est une petite coquille qui s'est glissée. 19 semaines et 3 jours, donc 136 jours maximum. L'adoption de 2 enfants, 25 semaines et 3 jours. L'adoption de 3 enfants, 34 semaines et 3 jours. Encore une fois, ces durées apparaissent au RIN. Pour les prestations, je vous laisse reprendre peut-être, Christine. Donc, les prestations vont être similaires à celles qui sont versées dans le cadre d'une naissance classique, donc de 60,26 € aujourd'hui, puisque c'est une indemnité journalière forfaitaire. Pour AON,
c'est identique aux précédentes dans le cadre de la maternité. Et pour les barreaux qui ont souscrit chance parentalité, c'est pareil, c'est la même indemnité. Donc évidemment, c'est juste la durée, quel que soit j'allais dire, le congé, qu'il soit de maternité, paternité ou d'adoption, l'indemnité sera identique en fonction du choix du barreau. Et toujours la même chose pour les collaborateurs, collaboratrices. Donc, maintien de la rétro et reversement des IJ avec les mêmes principes que ceux qu'on a rappelés plusieurs fois. Et effectivement, lorsque la CPM prévoit, lorsque les parents veulent partager, entre guillemets, le congé d'adoption, puisque là, il peut y avoir un partage entre les deux parents de ce congé et donc des indemnités dès lors qu'il est déclaré comme tel et que les points sont faits. Alors, y a-t-il des questions, non, Kathleen, sur Non, cela? Non, nous sommes à jour pour l'instant. Bon, bah alors, on passe aux autres congés, peut-être, et notamment les autres congés liés à la parentalité, les congés de paternité, d'accueil de l'enfant hospitalisé, parental d'éducation. Oui, alors, ça, ouais, si je peux me permettre, je te laisserai reprendre, mais je pense que c'est une belle avancée récente, et là encore, que l'on doit à cette mandature, ce congé. Alors, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. On est là pour le coup, ça fait partie des choses. Alors, on va rentrer sur un sujet qui est parfois plus compliqué, mais qui permet quand même de beaucoup assainir. C'est-à-dire que voilà, on est dans le cadre d'une hospitalisation a priori grave de l'enfant et donc qui ne rentre pas encore dans le foyer, et donc ça permet quand même finalement ce congé de ne pas enclencher ce congé parentalité, puisqu'en fait l'enfant n'est pas là, mais bien de bénéficier d'un temps nécessaire pour pouvoir aller sur place et être avec l'enfant dans l'unité spécialisée. Ce sont, voilà, à mon sens, c'est vraiment une situation qui alors, répond peut-être, et je l'espère, aux besoins du plus petit nombre de confrères, mais pour autant, lorsque la situation existe, cela permet quand même, voilà, d'être présent. Parfois, cette hospitalisation n'est pas proche de son domicile, donc ça nécessite quand même en plus des allers-retours, et donc là, la question, entre guillemets, ne se pose plus de savoir comment gérer les choses, et ça permettra ensuite, dans un second temps, de bénéficier aussi quand même pleinement de son congé parentalité et d'accueil vraiment de l'enfant une fois qu'il rentre au foyer. Oui, c'est effectivement des épisodes qu'on ne souhaite à personne, mais qui arrivent malheureusement souvent. Ce sont de nouvelles dispositions du Code de la sécurité sociale qu'on a intégrées nouvellement dans le RIN et qu'on a conditionné de la même manière que le texte d'origine. Donc c'est l'autre parent, hein, pas la mère en tout cas, qui va avoir droit, dans le cas où l'enfant est hospitalisé après sa naissance dans un service, hein, le texte est assez précis. Donc, je suis en train de rechercher ce qu'on a intégré dans l'article 14. C'est dans une unité de soins spécialisés. Pourquoi est-ce qu'on est aussi précis? Parce que le texte est aussi précis. Donc, on s'est encore une fois collé aux dispositions du Code de la sécurité sociale pour pas qu'il y ait difficulté sur les indemnisations. C'est toujours notre souci, c'est-à-dire on a donné des droits aux collaborateurs, aux collaboratrices par l'article 14, mais on ne voulait pas que ça crée des déséquilibres significatifs dans la relation contractuelle. Donc, on a fait en sorte qu'à chaque fois, ça puisse faire l'objet d'indemnisation et donc de systèmes tels qu'on les voit de maintien de la rétrocession et de reversement des IJ. Donc, c'est hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés. Et donc là, il va y avoir un délai qui peut aller jusqu'à 30 jours pendant lequel il y aura une indemnisation. Et c'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'on sait que malheureusement, dans ce genre de situation, ça peut être plus long. Mais on n'a pas voulu aller au-delà des temps auxquels il y avait des indemnités qui avaient été nouvellement créées. Et on voulait s'adapter tout de suite à cette situation-là. Encore une fois, c'est peut-être un premier pas donc dans lequel, quand on est confronté à cette situation dramatique, eh bien, il y a et la suspension du contrat
et le maintien de la rétrocession et le versement d'indemnités journalières dans la limite de ces 30 jours continus d'hospitalisation de l'enfant. Au-delà, eh bien, on sortira de ce système-là, mais en tout cas, ces 30 premiers jours d'hospitalisation de l'enfant sont garantis. Si par bonheur l'hospitalisation termine plus tôt, eh bien, ce système-là termine au jour de la sortie de l'enfant du service de soins spécialisés. Et juste précision, ça reste une indemnisation uniquement par la CPAM. Il y a un congé qui existe en cas de décès de votre enfant avant 25 ans et donc qui va ouvrir droit à indemnisation. Ce congé est d'une durée de 15 jours, donc c'est déjà ça, mais sachez-le, voilà, si on peut en bénéficier, mais tant mieux, et ça permet... c'est toujours compliqué d'expliquer, de parler de ce genre de choses, mais sachez que ça existe. Sachez que de toute façon, ça ne changera rien certainement au drame traversé, mais qu'en tout cas, il y a une petite indemnisation qui est prévue pendant ces 15 premiers jours. Sachant que aussi, il est possible de bénéficier de ce congé en cas d'enfant qui n'est pas né vivant. Donc là aussi, on a un certain nombre de conditions, à savoir la naissance après 22 semaines d'aménorrhée et un poids de fœtus de 500 grammes. Désolée de rentrer dans ces détails, mais voilà, sachez-le, ça existe aussi. Et ce sont les mauvais moments de la vie. Mais bon, Dieu merci, il reste le moins nombreux. Alors, on avance sur la collaboration. Sur la collaboration, parce que on n'a pas parlé du congé parental d'éducation. On peut, bon, ça c'est rapide, mais effectivement, il existe aussi un congé parental d'éducation pour les confrères qui souhaitent en bénéficier, sachant que ce congé implique tout de même, d'une part, eh bien, de totalement mettre en sommeil son activité. Donc, on est sur quelque chose, donc c'est 2 ans maximum pour s'occuper effectivement de ses enfants et qui est limité à 2 ans. Ça ressemble un petit peu quand même au congé que peuvent prendre les salariés. C'est un peu calqué sur le même genre, où là, voilà, on doit interrompre son activité, mais attention, on ne doit pas procéder à la dissolution de son activité. Donc, on ne se fait pas omettre, etc., etc. On met en sommeil. Pour le congé parental d'éducation, on ne se fait pas omettre non plus. Ben non, parce que sinon, en fait, il faut pouvoir percevoir les indemnités. Donc, il faut toujours être avocat et justifier, donc, etc. En fait, on est toujours avocat. On n'est pas omis, mais on met son activité en sommeil et on est toujours avec le mandataire ad hoc dont nous parlions tout à l'heure. Exactement. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus délicat. Et attention juste, il y a une condition d'âge, puisqu'il faut que l'enfant soit âgé de moins de 3 ans, qu'il soit à votre charge, ou alors c'est l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans. D'accord. Mais donc, c'est quand même des situations très particulières où peu de confrères aujourd'hui en bénéficient parce que, voilà, mettons les pieds dans le plat, d'un point de vue financier, de poursuite de l'activité, c'est difficilement compatible avec une activité libérale. Mais il existe, il fait partie de la parentalité, donc ça nous paraissait quand même encore important, au moins de le mentionner rapidement. Sur la collaboration, alors la slide, vous verrez, sur des choses qu'on a déjà dit et redit en réalité. Je pense qu'on a été suffisamment exhaustif sur le système de perception des IJ, maintien de la rétrocession et reversement des IJ. Peut-être parce que je le vois dans la slide, il faut réfléchir hors TVA. Important. Peut-être appuyer le fait que ça ouvre droit à repos rémunéré. Donc, ce n'est pas parce que le collaborateur, la collaboratrice a bénéficié d'une suspension du contrat de travail du fait de la parentalité qu'il perd ses droits à congé rémunéré.
Donc, que ce soit ceux qui sont prévus par le RIN ou le règlement intérieur plus intéressant, ou encore par le contrat encore plus intéressant, on maintient ces droits à repos rémunéré et ces temps de suspension, nous lisons, provoqués. Et puis, bien la dernière slide, bon, je le dis encore une fois parce que je crois que c'est important, toujours faire attention à ce que vous reversez et à exclure les choses auxquelles vous avez droit personnellement dans le cadre des montants qui vous sont versés. On en arrive, je crois, au point d'incidence sur la retraite. On a déjà parlé un petit peu de CNBF en amont, mais... Incidence sur la retraite, bah, on va se tourner vers notre spécialiste de la retraite et membre. On va dire que la boucle est bouclée. Je crois qu'on a eu une mandature quand même très, très, très tournée sur la retraite. Donc, on ne pouvait pas ne pas en parler. On vous a déjà parlé effectivement de l'exonération de trimestre dont on bénéficie au moment du congé maternité. Et il faut parler de droits qui vont être acquis au titre notamment de la maternité, puisqu'on va bénéficier de majoration de trimestre. Donc, on vous a remis effectivement le nombre de trimestres que l'on peut acquérir en fonction des situations. Donc, en raison de la maternité, donc chaque consoeur pourra bénéficier de 6 trimestres par enfant, auxquels pourront s'ajouter 2 trimestres liés à l'éducation de l'enfant pendant ses 4 premières années ou son adoption. Et puis, il y a également 2 trimestres pour chaque enfant adopté durant la maternité. Et donc, effectivement, ça va permettre d'acquérir des trimestres supplémentaires. Attention, là aussi, lorsque vous faites votre relevé de trimestre, puisque vous pouvez faire des simulations auprès de la CNBF sur vos relevés de trimestre et savoir combien de trimestres vous avez acquis et il vous reste à acquérir. Ces trimestres n'apparaîtront pas nécessairement, puisque peut-être que vous n'avez, par exemple, pas fait les démarches pour demander l'exonération de trimestre au titre de votre maternité. Donc, la CNBF, la Caisse n'est pas forcément informée des situations de maternité et, on va dire, d'éducation d'enfants. Et dans ce cas-là, il faudra en faire la demande et justifier des maternités. Généralement, ça se justifie par l'acte de naissance des enfants. Effectivement, sur le fait que vous les ayez eu à charge pendant un certain temps. Donc, c'est pas anodin, puisque ça fait quand même 8 trimestres par enfant acquis. Quand on sait qu'on a un nombre de trimestres qui a augmenté, ça fait toujours des trimestres en plus. Autre majoration, c'est cette fois-ci une majoration de pension. Et ça, pour le coup, là encore, c'est une victoire, entre guillemets, du CNB, puisque dans le cadre de la réforme des retraites de cet hiver, si les avocats n'ont pas été exclus d'un certain nombre de mesures. En revanche, on a obtenu de bénéficier de ce droit de majoration de 10% de la retraite lorsque, pour les pères et les mères qui ont eu 3 enfants et plus. Et donc, vous le voyez, l'application de ces nouvelles dispositions, on va dire, est échelonnée dans le temps, puisque pour le régime de base, ça va être applicable pour les pensions liquidées à partir du 1er octobre 2023 et pour le régime complémentaire à partir de 2024, sous réserve de la publication du décret, puisque le décret n'est pas encore paru. Cela veut dire aussi que ces majorations sont pour le futur et pas pour les pensions qui sont déjà actuellement versées. On ne va pas pouvoir faire une demande de régularisation puisque les textes sont applicables bien pour les pensions qui commencent à être liquidées. Vous allez pouvoir également, le cas échéant, bénéficier d'exonération de cotisation en cas d'insuffisance de ressources. Ça me permet aussi, donc,
suite à des demandes spécifiques, hein, vous pourrez obtenir des exonérations. Et puis, là, c'est aussi dans des situations, parfois, c'est plus compliqué, que ce soit vous ou éventuellement vos enfants, notamment en cas de décès, pourraient bénéficier de l'action sociale de la CNBF. Et donc là, en faisant des demandes lorsqu'il y a une demande de secours particulière. Je voudrais profiter de cette majoration de la pension pour 3 enfants et plus, qui était un combat du CNB, pour aussi dire qu'il reste d'autres, peut-être d'autres combats, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a eu, mais ça n'est plus applicable aujourd'hui, une possibilité de reprise partielle après le congé maternité qui a été expérimenté entre juillet 2020 et juin 2023. Donc peut-être que certaines consoeurs ont bénéficié de cette expérimentation, à savoir une reprise à temps partiel, ce qui permettait de prolonger en fait un petit peu l'indemnisation de la caisse d'assurance maladie, puisqu'on reprenait pas totalement, et donc de bénéficier encore pendant un certain temps. Cette expérimentation devait donner lieu à un bilan pour voir si effectivement c'était quelque chose que l'on poursuivait ou pas. Nous attendons ce rapport bilan de cette expérimentation depuis mars. Nous n'avons aucun retour. Au Sénat, il a été demandé il y a maintenant un peu plus d'une semaine par un sénateur du Nord ce qu'il en était. Et donc, effectivement, le ministre de la Santé a été interpellé sur ce point. Et à ce jour, il n'y a toujours pas de réponse. Donc ça, je pense que c'est encore un des points de vigilance. Je précise que cette reprise partielle était une opportunité laissée à la consoeur, hein, absolument pas une obligation. Mais c'était un dispositif supplémentaire dont bénéficiaient les chefs d'entreprise qui pouvaient répondre à un besoin. En tout cas, il a été activé par un certain nombre de consoeurs, puisqu'on a eu des retours de certaines consoeurs qui en bénéficiaient. Je crois que notamment pour certaines, ça leur permettait une adaptation à la crèche et une adaptation à cette nouvelle vie, à cette nouvelle organisation, mine de rien, de voilà, reprendre son activité tout en étant jeune maman. Aujourd'hui, on attend. Je ne doute pas que, puisque nous sommes en fin de mandature, que la mandature suivante saura se saisir et surveiller ce point pour savoir ce qu'il en est. Et donc, voilà, encore étendre finalement les dispositifs dont les consoeurs et confrères bénéficient au titre de la parentalité. Nous vous avons remis toutes les informations et vous voyez peut-être en première ligne, puisque c'est un petit peu l'annonce, je crois qu'on peut faire tous, et là encore c'est un beau cocorico, l'annonce d'un guide pratique de la parentalité qui... Alors c'est moi qui fais l'annonce du coup. Ben oui. Ah bah oui, ah bah oui. À tous les deux, à deux voix. Alors, je vous le montre parce que c'est une À avant-première. deux On va le présenter vendredi ou jeudi, d'ailleurs, je ne sais plus, en AG. Enfin, jeudi ou vendredi, ici même à l'Assemblée générale du CNB. C'est le guide de la parentalité de l'avocat. C'est un outil essentiel. Le premier guide de la parentalité de l'avocat était l'excellent guide de la parentalité de l'avocat de l'UJA de Strasbourg-Saverne. Et vous comprendrez que c'est par pur chauvinisme que je rappelle ce premier outil. On l'avait fait à l'époque à Strasbourg parce que on avait énormément de demandes sur ces questions de parentalité. Et en réalité, la profession n'avait jamais réalisé une synthèse sur cette situation. C'est-à-dire que l'information était éparpillée et de ces informations éparses, il fallait reconstituer un petit peu le parcours. En fait, ce que les mamans me disaient en général, c'est qu'elles s'étaient faites aider par leurs amis consoeurs qui étaient passés par les mêmes étapes. Évidemment que ce n'était pas satisfaisant et qu'il fallait un outil pour bien guider le futur parent avocat dans les différentes démarches à réaliser. Et donc, tout naturellement, arrivé au CNB,
on a souhaité réaliser cet outil qui sera présenté du coup en fin de semaine, qui sera mis en ligne, bien sûr. Donc, comme vous posez de nombreuses questions sur les slides de la formation d'aujourd'hui, sachez qu'à compter de ce jeudi ou ce vendredi, vous aurez en ligne sur le site du CNB ce guide de pratique de la parentalité de l'avocat que nos successeurs au CNB ne manqueront pas d'actualiser. En tout cas, on a essayé de réaliser un outil qui soit utile à chacune et chacun d'entre vous, qui soit, tu le disais tout à l'heure, Kathleen, c'est aussi le sens de notre formation d'aujourd'hui, chronologique, c'est-à-dire d'essayer de voir à chaque étape du moment de la découverte de la situation, de l'annonce, de l'arrivée de l'enfant, enfin à chaque étape de voir quels sont les différents organismes à prévenir, quoi leur transmettre. On a essayé d'être le plus complet possible. C'est un outil perfectible forcément et nul doute que nos successeurs se feront un point d'honneur à actualiser cet outil qui était à notre sens nécessaire. Oui, puis je pense que c'est aussi le moment de dire aussi, si vous avez, alors ça on vous l'a déjà dit, mais vraiment, si vous avez des questions sur vos droits, sur vos devoirs, en fonction, ne pas hésiter à saisir et à vous rapprocher soit des organismes, et donc effectivement, je regarde Christine, mais donc pour la LPA, ou AON pour les barreaux qui relèvent d'AON, ne pas hésiter à les saisir et à poser vos questions. Vous avez peut-être des droits, vous avez peut-être des difficultés. Aujourd'hui, voilà, ils sont là vraiment pour vous, avec des services performants pour être en capacité de vous répondre et de vous aider dans vos démarches. C'est vraiment des choses qui sont importantes. De même, à la CNBF, ne pas hésiter également à les saisir. Et puis, bien sûr, votre ordre qui sera là également pour répondre à vos questions. Et le CNB qui a mis en place effectivement un certain nombre, on va dire, de process en interne, avec une voie privilégiée aujourd'hui avec la CNAM, où on a vraiment réussi à faire un certain nombre de choses, à leur faire comprendre et à leur faire surtout remonter, je crois, des situations dont ils n'étaient pas informés, c'est-à-dire vraiment des blocages locaux, on a pu le dire. On ne va certainement pas diaboliser certaines CPM, c'est juste que les textes sont faits de telle sorte qu'ils s'appliquent à un grand nombre de personnes, avec effectivement, visiblement, nous, le statut de collaborateur est quelque chose qui est vraiment pas clair pour eux. Donc, voilà. Mais c'est à la fois, plus on nous fait remonter de situation, on essaye d'y répondre au fur et à mesure, plus on permet, nous aussi, à nos interlocuteurs à d'autres niveaux, de réaliser qu'il y a des difficultés. Et on voit que les difficultés sont souvent un petit peu les mêmes. Et donc, ça nous permet de faire remonter un certain nombre de choses. L'idée, c'est que, par exemple, la CNAM fasse redescendre un certain nombre de communications auprès des CPM pour bien leur rappeler que telle ou telle situation doit être interprétée de telle manière et donc le texte doit être appliqué. On parlait aussi du congé pathologique. Je pense que c'est important, voilà, qu'on puisse avoir toutes les informations. On est des interlocuteurs certes nombreux, mais où vous le voyez, je pense que vous avez pu le voir grâce aux différents webinaires, on se parle, on échange énormément. On est en lien constant et l'idée, voilà, c'est vraiment de faire progresser les droits des avocats sur toute leur protection sociale et vous informer pour mieux vous permettre d'actionner vos différents droits. Voilà, donc ce webinaire, nous arrivons à la fin de la présentation que nous souhaitions vous faire. Place à toutes vos interrogations et si vous n'en avez pas, à ce moment-là, je demanderai à chacun des intervenants un petit mot de conclusion, non sans naturellement les remercier extrêmement chaleureusement pour leur intervention. Nous sommes à votre service, vous le savez. Il n'y a pas de questions complémentaires. Pas de questions complémentaires. Peut-être à qui le petit mot de la fin D'abord, merci d'avoir été présent dans ce webinaire. Merci beaucoup à votre commission de nous permettre de vous apporter notre expérience de terrain. On est vraiment au service de la profession. N'oubliez pas que la SCB comme LPA, ce sont les deux outils techniques de la profession qui a été créé par la profession et qui est toujours géré par la profession. Donc, on est vraiment
à votre service. Surtout, la moindre question, n'hésitez pas à venir vers nous. On vous apporte l'information au plus rapidement possible. Et merci encore pour tous ces moments au service de la profession. Oui, bah merci pour votre attention, parce qu'on a vu que les questions étaient nombreuses et que donc vous étiez là déjà, parce qu'on est face à une salle vide. C'est toujours un petit peu un exercice un peu particulier de parler à une salle vide. Donc, merci de vos questions, et au risque de se répéter, n'hésitez pas à nous écrire. Vraiment, nous sommes là pour ça, c'est-à-dire que le CNB est au service des confrères, et donc on répond systématiquement aux confrères qui nous écrivent et qui se retrouvent en difficulté sur cette boîte Collab Maternité dont vous avez les coordonnées. Si vous avez des gens autour de vous qui se retrouvent en difficulté, parce que nous avons des gens qui nous écrivent qui sont dans des situations de détresse financière, donc ce sont des situations dramatiques parfois qui nous remontent, n'hésitez pas non plus à les soutenir, à leur dire voilà, j'ai entendu parler de ça, n'hésite pas à écrire, vraiment. Il n'y a aucune honte, parce qu'on fait une profession où on a du mal à se dire soi-même victime d'une situation compliquée, on a du mal à exprimer parfois des situations difficiles. Nous sommes là pour ça, ces situations existent et il existe des solutions. Donc écrivez-nous si vous rencontrez ces difficultés-là. Encore une fois, nos successeurs, la mandature se termine, donc on sait que d'autres personnes feront le travail à notre place, elles le feront aussi bien, et toujours dans le souci de résoudre vos difficultés. Merci. Alors moi, je vous remercie tous pour votre effectivement dynamisme pendant notre formation. Si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être également des projets. Donc, je vous souhaite une très belle parentalité. Et puis, voilà, on termine un cycle de webinaires sur, je trouve, un thème intéressant. Vous avez tous les webinaires, vous avez une FAQ. Plusieurs FAQ sur le site. N'hésitez pas, là encore, et un grand merci à tous les intervenants et un merci particulier à ma coprésidente de commission, Marie-Aimée, pour ces 3 années, cette confiance. Ça me paraît vraiment un moment important, et je pense qu'on a fait beaucoup de choses. La profession peut être, je pense, contente des évolutions et de la vigilance qu'on a eue sur un certain nombre de thèmes, et je te remercie. Et réciproquement, Kathleen, c'est juste un bonheur que d'être à votre service, pour nous, que de travailler pour vous, dans l'intérêt de notre profession. Vous avez vu les immenses avancées qui ont été faites dans ce domaine et qui vous ont été présentées par Charles-Édouard Pelletier, président de la commission collaboration sous cette mandature, par Kathleen Moda, coprésidente de la commission protection sociale, qui est une nouvelle commission, et nous avons démontré sa nécessité et la nécessité de son existence, qu'il s'agisse aussi bien de protection sociale, qu'il s'agisse de chacun des domaines. Moi, je tiens aussi vraiment à remercier, parce qu'ils ont toujours été à nos côtés, la Société de courtage des barreaux, pour vous présenter les prestations qui sont trop peu connues, trop mal connues. Nous sommes là pour être des facilitateurs. Je remercie également Aon, qui s'excuse encore, et pourtant il a toujours été présent dans nos webinaires, mais parce que nous travaillons tous ensemble. Comme j'en profite aussi pour passer un petit bonjour et un immense remerciement au président de la CNBF, et Bruno Zillig, et son directeur général Gilles Notte, avec lequel nous avons toujours travaillé main dans la main, et parce que institution, organisme technique, nous sommes tous à votre service de façon à vous faciliter la vie. Donc n'hésitez pas, ce webinaire va être mis en ligne et une FAQ va être mise en place au regard des questions posées. Nous n'oublions pas que nous revenons vers notre confrère ou consoeur de Mayotte pour répondre à son interrogation extrêmement pertinente. Nous n'y étions pas préparés, mais promis, vous aurez la réponse. Voilà. Il me reste à vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, et vous dire encore une fois tout le bonheur, et remercier tous nos intervenants, et en particulier nos élus du Conseil national des barreaux,
Kathleen Moda, Charles-Édouard Pertier dit bon, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est parce que je suis très impressionnée d'avoir un nouveau membre du Conseil de l'Ordre de Strasbourg à mes côtés. Là, j'avoue que c'est juste un bonheur. C'est juste un bonheur que d'avoir travaillé avec vous. Et merci pour votre attention. Et surtout, notez bien, de toute façon, vous allez les avoir, toutes les adresses mail. Vous avez quelqu'un au bout pour vous répondre. Et n'hésitez pas. Excellente fête à tous. Et puis, une très joyeuse maternité, une très joyeuse paternité à tous. Et puis voilà, nous vous aimons. Au revoir.